bonjour, effectivement, avec Cyril, on s'est mis d'accord pour changer un tout petit peu les règles des chacun 15 minutes. Donc, on va faire 30 minutes à nous deux. Moi, je vais introduire Cyril en tant qu'intervenant parce que voilà, il a été sélectionné dans l'exposition qui est à la Bovary. Et voilà, autant je pense que j'ai mis beaucoup d'énergie à essayer de montrer chaque personne, le travail de chaque personne qui a été invitée dans l'exposition, autant j'ai envie de profiter de sa présence pour qu'il puisse nous partager son travail, ses questionnements sur ce que peut l'architecture, entre autres. Je vais quand même introduire par quelques éléments qui expliquent peut-être la manière dont moi j'ai interprété le postulat de fragilité qui est celui que l'exposition propose, avec une casquette d'architecte. C'est d'ailleurs très gai, mais en même temps très difficile d'être dans une communauté dont le design est le mot rassembleur, et d'être celui qui essaye de parler d'architecture. Les discussions qu'on a déjà eues ensemble montrent qu'effectivement il y a une empathie des disciplines, et moi je voudrais vraiment continuer à construire cette interrelation entre les disciplines. Mais c'est vrai que ma casquette d'architecte me fait toujours regarder cette échelle-là particulièrement. Alors, pour moi, s'intéresser au lien entre architecture et précarité, ça n'a rien à voir avec une question de bon sentiment ou une question de romantisme. C'est-à-dire que je pense que la précarité ou la précarisation du monde, comme je pourrais le qualifier, c'est quelque chose qui nous concerne tous. Et c'est donc pour moi devenu une nécessité de ne pas le nier et du coup d'œuvrer dans une pratique professionnelle en le reconnaissant et d'œuvrer dans une pratique d'enseignement en le reconnaissant. Je pense que si on veut être vecteur de changement, il faut non seulement changer les pratiques professionnelles qu'on mène, mais il faut aussi essayer de changer les pratiques d'enseignement qu'on a pour que les générations suivantes puissent effectivement être beaucoup plus souples, beaucoup plus libres dans leur manière de pratiquer, peut-être de nouveaux modèles, de nouvelles manières de pratiquer. Alors, un jour, je lisais un article de Michael Guillot, qui est un des fondateurs du collectif Rotor, et il qualifiait l'architecture de pratique mutilante et mutilée. J'ai trouvé ça exactement la définition du ressenti que j'avais à une certaine époque de ma pratique, parce qu'effectivement, être architecte aujourd'hui, c'est participer à la transformation du monde, mais c'est participer souvent à sa mutilation, par l'exploitation énorme des ressources que la transformation du monde nécessite. Inévitablement, on est dans une forme de mutilation de la terre qui nous accueille. Et d'autre part, les conditions d'exercice de la pratique professionnelle actuellement amènent parfois à penser que c'est une profession qui est aussi relativement mutilée. Et donc, vouloir changer, c'est vouloir sortir peut-être de la mutilation et vouloir sortir aussi le fait de se laisser mutiler comme étant une trajectoire volontaire de sortir peut-être des codes de pratique qui sont traditionnels. Alors, dans l'exposition, j'ai essayé de voir finalement quels étaient les mots-clés sur lesquels je pouvais m'appuyer pour proposer des gens qui tentent effectivement de développer des nouvelles pratiques. Et moi, en tout cas, ce que je propose, c'est d'observer trois mouvements, en tout cas trois tendances. De plus en plus de projets naissent d'un nouveau rapport à la matière. Il y a un requestionnement sur l'exploitation des ressources qui est à l'œuvre chez beaucoup d'acteurs du territoire de l'architecture qui essayent d'avoir des pratiques de changement. Pour moi, c'est une vraie reprise de conscience que l'architecture n'est pas seulement créer du vide et de l'espace, c'est aussi avant tout transformer de la matière, de la ressource et développer des moyens pour effectivement façonner des espaces. Et cette vision de la matière comme étant un des enjeux essentiels de l'acte d'architecture me semble une clé d'entrée. La deuxième, c'est la question du rapport au temps. Alors, c'est sûr que dans une pratique régulière de l'architecture sur laquelle il y a des questions économiques qui se posent, on a discuté avec Cyril tout à l'heure en échangeant, effectivement, on est des acteurs économiques, des acteurs du monde, et de ce fait-là, effectivement, toute pratique professionnelle qu'on mène est inclue dans une rentabilité temporelle, on va dire. Néanmoins, je pense que la question du sens est souvent absente de ce lien entre exercice d'une profession et le temps qu'on y passe. Et j'observe de plus en plus de gens qui prennent conscience qu'en prenant plus de temps, mais en tant plus de sens, ils arrivent à un meilleur équilibre de leur pratique. Et c'est quelque chose qui, pour moi, est aussi une seconde trajectoire d'exploration. Et enfin, la troisième, c'est la question du relationnel.
dans énormément de projets qui essayent de se mettre en place et de proposer des trajectoires de mutation, on observe que les rôles que chaque individu se donne dans les processus de collaboration sont en questionnement. Et la qualité des relations qui s'opèrent entre les personnes de plus en plus, pour moi, deviennent un enjeu. C'est-à-dire que ce n'est pas tellement le projet qui résulte du processus de conception ou de design qui acquiert ou qui retient notre attention. C'est plutôt la qualité des relations et de ce qu'on co-construit au niveau de l'histoire, on va dire, de la narration de chaque projet, qui peut devenir aussi une des ambitions qu'on place dans les trajectoires de projets qu'on écrit. Voilà, c'était juste pour vous donner ces clés de lecture-là. Et donc, j'avais dit 5 minutes pour laisser la parole à Cyril. Merci beaucoup. Je vais parler donc d'un certain nombre d'expériences qu'on a eues avec... c'est une pédagogie recherche-action. C'est un travail qui s'est fait avec mes étudiants, qui s'est fait avec une association, qui se fait aussi en continu avec des chercheurs, et qui s'intéresse à la question des bidonvilles. Parce que, en gros, il y a quand même entre 25 et 30% de la population mondiale qui habite dans ce qu'on appelle des bidonvilles, mais il y a d'autres mots... quartiers précaires ou dans les dom-toms en France, on appelle ça il y a des gens qui appellent ça les quartiers spontanés. Je trouve ça beaucoup plus porteur en fait de ce que ça peut être. Il y a 50 millions environ, 60, c'est-à-dire l'équivalent d'un pays comme la France, de gens qui vivent dans des camps. Et en fait, il y a quand même un moment où il serait temps qu'on prenne conscience que tout ça, ce sont des espaces urbains. Or, pour le moment, soit c'est un impensé, soit c'est pas traité, soit au mieux c'est traité justement un peu comme, encore une fois, le disait Nawel, sous des angles technicistes. C'est-à-dire on va... alors je vous parle même pas de ceux qui disent « Ah, on va casser le bidonville et on va mettre les gens dans des logements » parce que d'une part, en général, quand on crée un bidonville, on ne fait qu'en créer quand on casse un bidonville, on ne fait qu'en créer un autre. D'une part, et puis en plus, souvent, surtout, et alors c'est là que ça posait des grosses questions aux architectes, souvent quand on crée des logements, il y a des expériences dans le monde entier de ça, il y a un bidonville qui existe, il y a un gouvernement bien pensant, enfin une autorité locale qui fait construire des nouveaux logements sociaux. Ces logements sociaux sont construits et à leur grande surprise, en fait, les gens préfèrent continuer à habiter dans le bidonville. Et ça, ça se voit partout. Et ça, encore une fois, ça pose des questions à l'architecte. Alors, c'est pour ça que moi, je pense qu'il y a, par rapport à ça, il y a 3 nouveaux rôles de l'architecte. D'une part, un rôle technique. Alors, c'est-à-dire que effectivement, c'est revenir à ça. C'est-à-dire qu'un architecte, c'est pas que quelqu'un qui donne de l'image ou du sens, etc. Mais c'est quelqu'un qui est un technicien. Et notamment dans les bidonvilles, en particulier, il y a la question du risque. Les gens sont exposés au risque incendie, inondation, sanitaire. Il y a plein de risques. Et donc déjà, à ce titre-là, l'architecte peut avoir un rôle. Le deuxième, et il est très important, c'est celui de la représentation. C'est ce que je vais vous montrer un petit peu après, ce qu'on fait dans nos différents lieux, dans les différents lieux. Pourquoi ça? Parce que si on prend par exemple la jungle de Calais, vous avez tous les politiciens, etc., qui disaient il faut le détruire, c'est un endroit ignoble, c'est pas possible, c'est un impensé. Or, quand on se met à le représenter, on va donner une identité au lieu, on va être capable de les nommer, on va être capable de travailler dessus, et on se donne comme ça un outil pour travailler non seulement avec les politiques extérieures, mais surtout avec les habitants du lieu, qui eux-mêmes sont souvent bien dans un impensé du lieu qu'ils habitent. Et puis, bien sûr, au croisement de cette technique et de cette représentation, pouvoir faire avec les habitants du projet, à proprement parler. Alors, je reviens un peu en arrière. Donc Calais et Dunkerque, Grande-Sainte, en fait, c'est les 2 portes vers l'Angleterre.
Il y a toujours... alors, il n'y a pas plus de migrants là que dans d'autres endroits. La question, c'est qu'il y a un goulot d'étranglement, que les gens ne peuvent pas passer, et que donc il y a plein de gens qui sont bloqués là. Et c'est une histoire qui ne cesse de se réécrire depuis le début des années 90. À l'époque, les premiers, c'était des Kosovars qui essayaient d'aller en Angleterre. Et maintenant, il y a tout plein de nationalités. Le gouvernement français, suivant les périodes, a laissé les choses s'inscrire et se développer, comme la jungle de Calais, ou tente de les cacher comme en détruisant, en pratiquant ce qu'on appelle les stratégies d'invisibilisation, c'est-à-dire qu'on va rendre invisible le problème en détruisant les tentes, en brûlant les sacs de couchage, etc., pour que ça ne se voit pas. On est dans une phase comme ça, et pourtant, il y a des milliers de gens qui se cachent et qui essayent de vivre aussi bien à Grande-Synthe qu'à Calais. Alors, juste un premier regard sur les différentes camps, jungles, squats qu'il y a eu à Calais. Ça, c'était dans une usine. Ça, c'était un premier camp qui existait. Tout ça, c'est avant 2015. Il y a différentes jungles, etc. Et ça, voilà, ça, c'est les travaux qu'on commence à faire avec mes étudiants pour nommer les lieux, pour les identifier, pour peut-être quelque part aussi leur donner comme une forme de fierté. Hein, de se dire, voilà, mais ces lieux, vous les avez construits, ils sont urbains, ils sont les vôtres. Vous n'êtes pas bien là, on est clair, mais pour le moment, personne ne vous offre mieux. Et donc, on va regarder ça et on va voir si on peut améliorer les choses. En mars 2015, c'était Manuel Valls, le Premier ministre. Il y a une décision qui est prise de dire toutes ces jungles, tout ça là à Calais, ça va pas du tout. On va toutes les détruire, toutes celles qu'on vient de voir, et on va créer un nouveau lieu. Vous allez pouvoir vous installer ici, dans cette lande qui est ici, et vous pourrez là, vous aurez le droit de vous installer. Vous serez toléré. Et ce lieu avait été choisi finalement assez soigneusement parce que vous avez ici l'autoroute qui longe le nord de la France, et puis ici l'autoroute qui remonte vers le port de Calais, et vous voyez que le lieu avait été choisi exprès pour être le long de l'autoroute, à l'endroit d'un virage où les camions devaient ralentir pour aller dans le port de Calais. Alors vous voyez que déjà là, il y a une forme d'hypocrisie assez forte, puisqu'ils savaient très bien que s'ils mettaient les gens là, c'était pour qu'ils puissent monter dans les camions, bien que le discours ait toujours été à l'opposé de cela. Alors, très vite, il y a des premières cartes qui apparaissent. Ça, c'était le journal Le Monde qui avait fait cette carte, parce que immédiatement, c'est un peu comme... il y a une aventure de Lucky Luke qui s'appelle Ruée vers l'Oklahoma. C'est que, globalement, il y a plein de gens qui ont besoin de vivre et d'habiter. Donc ça, c'est la New Jungle, c'est les premiers jours, c'est tout début avril 2015. Tout de suite, il y a ces premières installations qui se font. Déjà, un sens, alors c'est aussi relié à des activistes calaisiens, un sens de la communication. Vous voyez que ces photos sont porteuses directement d'un message. Et puis, en même temps, et alors c'est là que ça interpelle l'architecte, c'est qu'il y a les premiers moments de la ville qui se dessinent. Il y a l'architecte Aldo Rossi qui qualifiait la ville européenne par ses 3 permanences. Il y a 3 permanences dans la ville européenne. C'est le monument, les zones d'habitat et le Viers. Et en fait, on va voir que la jungle de Calais, c'est une ville qui va se créer et qui va respecter, justement, s'inscrire dans cette histoire longue des villes européennes. Et cette église, là, elle va évoluer. Ça sera la dernière chose, d'ailleurs, qui subsistera de la jungle de Calais. Elle va grossir, elle va se transformer, comme se transforment les monuments dans les villes européennes, mais elle va subsister tout le long. Ça, c'est une mosquée, pareil, qui s'ouvre, qui est une des premières choses construites. Ça, c'était une école qui se construisait. Et puis, voilà, ces installations qui se font à partir de rien, et qui, justement, aussi, et c'est peut-être là aussi que ça rejoint ce thème de fragilitas, il y a une forme d'ergonomie, de dessin extrêmement précis,
d'économie de matière qui pose des questions à tout le monde sur la question justement du développement durable, sur la question du recyclage, et puis sur des questions d'architecture elle-même dans la relation qu'on peut avoir à son habitat. Quand, avec mes étudiants, on travaille sur les relevés, ah oui, ça, on va passer à autre chose après. On représente toujours, vous allez le voir après dans les dessins, les gens qui sont là, et on pratique ce qu'on appelle des relevés habités, c'est-à-dire qu'on représente tout ce qu'il y a dans le logement. C'est-à-dire où est-ce qu'il y a les meubles, bien sûr, mais je ne sais pas, l'endroit où on va poser ses vêtements, l'endroit où on va poser des magazines, ses vêtements sales, et on va sa tasse de café. Et pour vraiment, un logement doit être compris dans sa relation à l'habitant et à la manière dont il le vit. Alors, juste petit aparté par rapport à Calais, pendant ce temps-là, à Grande-Synthe, il y a une autre jungle qui est plus petite, mais qui est très importante aussi, qui se crée. Et à Grande-Synthe, c'est très différent. Autant à Calais, le maire et le Premier ministre veulent en faire un impensé, c'est-à-dire ils disent c'est là, mais on ne veut pas en entendre parler. Autant à Grande-Synthe, on a un maire écolo qui veut essayer de construire l'accueil, d'inventer l'accueil. Et donc, il y a ce petit camp où il n'y a qu'une centaine de personnes au début. Et là, ça, c'est ce qu'on va construire avec mes étudiants sur place. C'était un vieux projet qui était voulu par les associations locales qui s'appelle la Maison du Migrant. Et c'était donc la première pièce de la Maison du Migrant qui était un lieu où on pouvait stocker des choses, où on pouvait se rencontrer, où les humanitaires pouvaient intervenir pour faire des consultations ou pratiquer des dons. Mais ce qui va se passer après, donc ça c'est livré en juin 2015, hein, donc en parallèle de ce qui se passe à Calais. Vous voyez derrière que il y a pratiquement personne. Et 2015, c'est la grosse année de la crise de l'accueil, qui a énormément de gens qui arrivent. Et ce lieu va se transformer et évoluer. Donc ça, c'est en juin 2015. Et voilà, quand j'y retourne en décembre 2015, vous voyez que le lieu a été approprié. Et ce qui, en fait, à chaque fois me réjouit profondément. C'est-à-dire que justement, je pense que une architecture qui est saine, c'est une architecture qui vit et qui se transforme en fonction des gens qui l'habitent. Alors, vous voyez que à gauche, là, c'est une photo donc, de juin 2015, et à droite, c'est une photo en décembre. Et vous voyez que le problème, ce qui se passe, c'est qu'il y avait 100 personnes là, et que tout d'un coup, il va y en avoir 2500. Et là, justement, il faut penser à un nouveau lieu d'accueil. Donc, vous voyez, encore une fois, là, c'est l'évolution des lieux en fonction des mois. Et le maire de Grande-Synthe va penser, avec MSF et avec notre conseil, un nouveau lieu. Alors, ça, c'est l'ancienne jungle qui brûle. Et on va penser à un nouveau lieu d'accueil qu'il appelle un camp humanitaire, mais qui est bien en fait un nouveau quartier de sa ville en fait. Et il va avoir du mal à en prendre conscience, mais il va finir par en prendre conscience. Il le dira lui-même que c'est un nouveau quartier de sa ville, parce que quand on ouvre un camp, on ne sait jamais quand on le fermera. Les gens, la moyenne de séjour dans un camp de réfugiés, c'est 17 ans. Donc en 17 ans, des enfants ont le temps de naître, de grandir, de s'éduquer, des couples de se faire et de se défaire. Et il est très important de dépasser ces logiques d'urgence pour, au contraire, s'inscrire dans le temps long, ce qui renvoie à ce que tu disais. Alors, malheureusement, Grande-Synthe, à cause de politiques d'État qui voulaient sa fin, en fait, ça c'est pareil, c'est en mars 2016, et ça c'est en avril 2017, en fait, il y aura un incendie et le camp de Grande-Synthe sera détruit également. Mais si on revient donc à la jungle de Calais, qui vivait, entre guillemets, sa vie pendant ce temps-là, vous voyez en bas à droite, c'est la photo qui avait été prise le premier jour. Ça, c'est 6 mois plus tard, et l'église est devenue beaucoup plus grande, et vous voyez que le camp a changé de physionomie, et justement que c'est devenu un lieu de vie, un quartier,
habité par des milliers de personnes. Il y a eu jusqu'à 10 000 personnes dans la jungle de Calais. Alors, ça, justement, c'est ces techniques de représentation qu'on a mis en place avec mes étudiants, qui sont là pour comprendre comment les lieux vivent et pour qu'on puisse travailler dessus et les faire évoluer. Donc ça, c'est par exemple des analyses de flux, des analyses de peuplement, des analyses de risque, justement. Là, vous voyez que c'est un travail, par exemple, sur les zones d'incendie. Et globalement, une idée de comprendre comment les gens habitent et vivent les lieux. Et on va voir que, justement, il y a une grande... comment le dire ? Habitabilité des choses qui se fait. Et il y a des logements incroyablement sophistiqués qui vont apparaître. Par exemple, alors, il faut savoir qu'aussi, la jungle de Calais n'était pas habitée uniquement par des gens qui voulaient aller en Angleterre. Il y avait plein de gens qui étaient là parce que quelque part, c'était, quand on était un migrant en France à l'époque, le moins mauvais endroit où être. Pourquoi ? Parce que si vous étiez à Paris, vous n'étiez pas accueilli, vous étiez sur les trottoirs et ça se passait très mal. Il y avait certains centres d'accueil, mais qui sont justement toujours pensés dans des approches technicistes, qui renvoient toujours à ce que disait Nawel tout à l'heure, c'est-à-dire où les besoins des gens ne sont pas du tout rencontrés. Et notamment, donc, il y avait beaucoup de Soudanais qui n'avaient aucune raison ou volonté d'aller en Angleterre. Il y en avait qui voulaient aller en Angleterre, mais parce que là, ils trouvaient des réseaux de sociabilité, des réseaux d'entraide, des gens avec qui échanger, et puis quelque part, justement, la possibilité de construire quelque chose qui correspondait plus à leurs besoins. Alors cette cour en particulier, qui s'appelait Darfour is Bleeding, donc c'est elle avait une intelligence qui m'a toujours frappé. Alors je vais vous expliquer comment elle fonctionne. Alors vous voyez que c'est un système de cour fermé, d'une part, avec une entrée ici, et on va avoir une architecture qui s'adapte exactement aux usages. Par exemple, alors on voit pas je suis désolé de ne pas avoir les dessins en coupe. Ici, on a les espaces où les gens dorment. Alors cette partie-là, c'était une partie qui était très basse, qui était faite, recouverte de plastique noir pour que la lumière ne rentre pas. Très basse pour conserver la chaleur, très bien isolée, et puis avec une intelligence des lieux très forte. Vous voyez par exemple ici qu'il y avait un sas d'entrée et des portes-chaussures pour se déchausser avant d'aller dormir. Vous voyez également qu'il y a d'autres fonctions. Alors ici, on a une cuisine, ici, on avait ce qu'ils appellent la salle de conseil, ici, un lieu de stockage, et à chaque fois, l'architecture était parfaitement adaptée. La salle de conseil, par exemple, était haute, lumineuse, assez peu ventilée, pour justement qu'on puisse y passer du temps. Il y avait même une petite bibliothèque... il y avait une petite bibliothèque ici pour stocker des ouvrages. Détaché de ça, la cuisine, pareil, haute mais très ventilée. Et puis justement, tout cet ensemble parfaitement détaché des locaux de sommeil pour que le feu ne se propage pas. S'il y a un incendie dans la cuisine, le feu ne va pas se propager aux locaux d'habitation. Un lieu de stockage ici pour la nourriture qui est très fermé. Il y avait des nuisibles, il y avait des rats, etc. Cette pièce-là était parfaitement fermée pour que personne ne puisse venir. Et puis ici, une douche à l'écart des regards, mais pareil, qui remplissait sa fonction. Et puis finalement, des espaces de sociabilité ici, avec différents niveaux de gradation. Et à l'endroit où on mangeait, on pouvait faire un barbecue extérieur, la vaisselle était faite à l'extérieur, etc. Et ça, alors ça m'intriguait parce que c'est un moment où, par exemple, la maire de Paris, Anne Hidalgo, voudrait les gens réinvestissent les pieds d'immeubles. C'est-à-dire que globalement, on voit que les villes ont été faites dans des logiques
en fait capitaliste. Ça fait 3 siècles qu'elle se développe sur des logiques capitalistes où il faut qu'on maximise la rente foncière et où globalement il n'y a aucune gradation entre l'intérieur et l'extérieur. Tout ça, c'est des choses qu'on arrivait à observer assez bien dans la jungle de Calais. Ça renvoie à on dit qu'en algérois, il y a 7 niveaux qui définissent les seuils de l'intérieur de la maison jusqu'à la rue. Il y a une gradation très forte de ça. Et ça, ce sont des intelligences qui sont perdues et qui pourtant nous réinterrogent aujourd'hui. Donc voilà, ça c'est tous ces secteurs, ces différents secteurs de la jungle de Calais à l'époque. Et puis qui, d'ailleurs, justement, dans un premier temps, on va vouloir construire un camp, que je ne vais pas le représenter ici, qui répond à toutes les normes techniques actuelles. Et à la grande surprise de Manuel Valls, quand il ouvre son camp, qui a coûté 21 millions d'euros quand même, personne ne veut venir dedans. Les gens préfèrent rester dans la jungle de Calais. Donc là, encore une fois, ça posait des questions. Bon, ça, c'est d'autres dessins. Ça, c'était le restaurant, un restaurant afghan. Il y en avait plusieurs comme ça. Ici, un magasin. Voilà. Et donc, différents lieux d'habitation qui, à chaque fois, étaient dans la gestion complexe des proximités. Alors, la jungle de Calais, elle a été détruite. Aujourd'hui, c'est vraiment le cauchemar, là-bas. Encore une fois, les gens sont réveillés 2 à 3 fois par nuit. La police vide des bombes soit urine sur les duvets, soit vide des bombes de lacrymogène. Pareil sur les bidons d'eau, etc. Depuis, c'est vrai, ils font vivre vraiment l'enfer à ces gens qui veulent simplement rejoindre leur famille en Angleterre le plus souvent, ou aller en Angleterre parce qu'ils parlent anglais ou parce qu'ils ont des réseaux économiques qui leur permettraient de s'y installer. Alors, ce travail qu'on avait fait sur la jungle de Calais avait retenu l'attention d'un certain nombre de personnes. Et on a été contacté par des gens de Mayotte. Mayotte, je pense que vous ne connaissez pas, et c'est bien normal, c'est une toute petite île qui est à mi-chemin de Madagascar et du Kenya, donc dans le canal dit du Mozambique. Et c'est quelque part une colonie française. Alors, c'est peut-être pas le mot colonie, justement. Enfin, c'est pas le mot, d'ailleurs, parce qu'ils ont voté. Il y a eu un vote en 1974 sur l'archipel. Il y a 4 îles des Comores. Et l'île la plus pauvre, qui était Mayotte, se dit, si je reste avec les 3 autres îles, je suis déjà la plus pauvre, je vais vraiment en souffrir. Et donc, cette île va voter en 1974 en majorité pour rester française. Alors, ça va poser des tas de problèmes politiques parce que le vote était censé concerner les 4 îles. Et la France va dire non, Mayotte reste français. Alors, pour l'ONU, les 4 Comores, Mayotte n'est pas français, mais Mayotte est une des îles des Comores. Pour les Comoriens, Mayotte est une île des Comores. Pour les Français, Mayotte est française. Et il y a cette ambiguïté du statut de Mayotte quelque part demeure jusqu'à aujourd'hui. C'est néanmoins devenu un département français complètement. C'est-à-dire qu'en 2011, Sarkozy a dit c'est un département. Il y a eu un référendum. Les gens ont voté à 98% pour dire qu'ils étaient contents, enfin pour dire qu'ils voulaient rester en France. Mais néanmoins, c'est un département français, mais il y a pas, le droit français ne s'y applique pas vraiment. Et par exemple, les enfants ne peuvent aller à l'école que par demi-journée parce qu'il n'y a pas assez d'écoles. Il n'y a pas d'économie locale réelle. Alors, les gens touchent un demi-RSA. Mais néanmoins, Et alors, ce qui se passe, c'est qu'il y a c'est néanmoins plus riche que les Comores voisines. Et il y a énormément de migrants qui viennent des Comores. Et donc, il y a des bidonvilles qui se constituent. Depuis 1990, la population s'est multipliée par 10. Il y avait 30 000 habitants en 1990 et il y en a 300 000 aujourd'hui à Mayotte. Et en même temps, des sous-politiques publiques. C'est mieux pour les Comoriens que rien, notamment pour accoucher, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui viennent accoucher à Mayotte, parce que dans les Comores, il n'y a pas d'hôpital où on dit là-bas qu'il vaut mieux pas aller à l'hôpital, c'est dangereux d'aller à l'hôpital quasiment.
Et donc, il y a cette constitution de bidonville. Et là, par ailleurs, comme il y a cette sous-investissement des politiques publiques, par exemple, en 2016, il y a 10 logements sociaux qui ont été construits, sur tout Mayotte, quoi. Et néanmoins, il y a cette logique de dire « Ah ben, il faut casser les bidonvilles ». Ah oui, mais quand on casse un bidonville, justement, là, c'est plus manifeste qu'ailleurs. On recrée un autre bidonville, hein, bien évidemment. Alors, il y a quelques personnes qui commencent à en avoir pris conscience. Et alors, justement, ils ont fait appel à nous. Ça, c'est un bidonville particulier qui s'appelle Mahaborini, ça veut dire le cimetière parce qu'il est derrière le cimetière. Et on a fait un peu le même travail qu'on avait fait à Calais de compréhension de ces lieux. Hein, alors, la première chose, justement, comme à Calais, c'était de comprendre comment ils fonctionnaient, parce qu'ils ne sont pas du tout cartographiés, personne n'y comprend rien. Et puis, de, quelque part, démontrer aux politiciens que ce sont des lieux de vie qui ne doivent pas être uniquement détruits. Alors ça, par exemple, c'est les cartes qu'on appelle de chronotopie. Hein, donc on relève les lieux. Excusez-moi, je ne maîtrise pas très bien ce Mac. On relève les lieux et puis on relève des choses qui se passent dans la journée. Oh là là. Qui s'y déroulent dans la journée. Donc voilà, un enfant jette ses déchets dans la ravine, un homme travaille sur sa maison, des femmes lavent leur linge et les enfants se lavent à la source. Et donc on mène un peu le même travail d'analyse qui a été mené dans la jungle de Calais. Hein, et pareil, alors on trouve des constructions assez intéressantes, quelque part assez écologiques, notamment sur les questions de recyclage, mais même sur des questions de, par exemple, sur les sanitaires. C'est un endroit qui ne sent pas du tout mauvais, et notamment il y a un système pour les toilettes qui ne passe pas du tout par les systèmes qu'on a nous, c'est des systèmes de cuves, mais qui marchent très bien, des toilettes qui sont souvent partagées. Enfin, il y a toute une intelligence du quartier qui se développe. Et nous, en fait, il y avait un problème néanmoins politique. Hein, c'est-à-dire que le maire, c'est souvent... Il y a des Français qui habitent là, ou des gens qui ont des cartes de séjour, mais il y a aussi beaucoup d'illégaux qui habitent là. Or, il y a des grosses tensions à Mayotte sur cette question-là. Hein. Il y a vraiment du... Alors, c'est très bizarre parce que, de parler de racisme, parce que c'est vraiment le même peuple. Hein. C'est comme si les Parisiens exerçaient du racisme à l'égard des habitants des Hauts-de-Seine. Et donc, globalement, dans la population, il y a toujours cette idée qu'il faut détruire le bidonville. Et néanmoins, l'angle d'attaque qu'on a pu trouver, c'est la question du risque, justement, on y revient. C'est-à-dire que s'il y a un problème dans le bidonville, s'il y a un incendie, s'il y a un mort, c'est le maire qui est responsable. Et c'est pour ça qu'en fait, on a proposé un travail sur l'espace public à partir du risque, et en disant, ben voilà, on va mettre en place, on ne va pas agir sur ces logements qui sont illégaux, parce qu'on n'a pas le droit de le faire, mais on va mettre en place un système de cheminement et de places publiques où les gens pourront se réunir, parce qu'en plus, bien sûr, Mayotte, il y a des tremblements de terre, il y a des typhons, il y a des glissements de terrain, et on va créer des lieux qui vont permettre de sécuriser le quartier. Et donc, c'est pour ça qu'on a proposé donc, ce travail sur l'espace public et tout un travail de concertation. Donc ça, c'est le quartier hein, tel qu'il est. Pardon. Et ça, c'est les propositions qu'on fait sur les places. Donc un réseau de places qui, à la fois, permettrait de trouver des services dans le quartier et, en même temps, servirait de lieu de sécurité où se rassembler, notamment en cas d'ouragan. Donc voilà. Donc là, c'est une concertation qui est en cours. Hein, ce que je vous présente, c'est un travail. Les photos que vous voyez où on est en train de travailler avec les gens, elles datent de la semaine dernière, pour inventer une nouvelle urbanité qui se ferait un petit peu en creux, justement. C'est ça qui est curieux. C'est-à-dire que les villes européennes, on a des bâtiments et on travaille sur l'urbanité. Là, ça va être un peu l'inverse. C'est-à-dire que le quartier va pouvoir s'améliorer, mais en partant de l'espace public. Et donc, voilà un petit peu, je crois que c'est ma dernière slide, où on en est. Oui, c'est la dernière. Voilà, c'est la manière dont on travaille un petit peu là-dessus.